Denis Garel, bonjour. Vous êtes parmi nous pour les auditeurs d'Alliance et auditrices d'Alliance. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que vous avez assisté à un événement qui a eu lieu le 6 mai à Jérusalem. Vous êtes le descendant direct d'une famille illustre, de parents illustres. Je tiens à les nommer, Lily et Georges Garel. Alors, on connaît, ou ceux qui ne connaissent pas, il suffit qu'ils se connectent sur Internet pour entendre parler du réseau Garel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Lozé, vos parents d'abord, et ensuite de cet événement qui a eu lieu le 6 mai à Jérusalem? On va commencer par Lozé. Lozé est né en Russie tsariste en 1912. Lozé, je crois que ça veut dire en russe, Organisation pour la protection, pour la santé et la protection de la population juive. Très vite, cette organisation a eu beaucoup de succès, a ouvert beaucoup de centres en Europe de l'Est, puis arrive la révolution bolchevique, et Lozé quitte Saint-Pétersbourg pour s'installer à Berlin. Puis, l'histoire aidant, malheureusement, la montée du nazisme, la victoire hitlérienne aux élections de 1933, Lozé, encore une fois, doit déménager et arrive à Paris. Lozé, c'est une organisation médico-sociale, donc le terme « oser » pour la protection des populations juives en russe devient Lozé, œuvre de secours aux enfants. Oui. Et donc, avant-guerre, Lozé ouvre des maisons d'enfants pour accueillir les enfants réfugiés juifs d'Allemagne et d'Autriche, après l'Anschluss. Lozé ouvre également des dispensaires à travers la France pour apporter une aide médicale et médico-sociale aux familles de réfugiés. Très bien. Mes parents, alors mon père a eu un peu le même parcours que Lozé, oui. C'est-à-dire qu'il naît à Vilna, empire tsariste. Il part à Kiev quelques années, puis arrive à Berlin en 1924, où mon grand-père dit à mon père, celui qui est en prison là, qui avait essayé de faire son coup d'état dans la brasserie. Oui, on ne va pas prononcer le nom. Voilà, il est en prison maintenant. Moi, j'ai un peu peur qu'il arrive au pouvoir dans 10 ans. On est en 1924, donc on ne va pas rester en Allemagne. Et donc ils arrivent en France, où mon père arrive adolescent au lycée Saint-Louis à Paris, puis il fait l'école polytechnique de Zurich, et il travaille comme ingénieur dans la compagnie électromécanique, et en 1942, il est en poste à Lyon. Il faut juste signaler, parce que c'est important, qu'à Zurich, un camarade d'études et colocataire s'appelle Claude Bourdet, qui deviendra un des fondateurs du fameux du réseau de résistance Combat, avec Henri Freinet. D'accord, très bien. Ma mère, elle, est née de parents d'origine russe réfugiés, mais elle est née à Paris en 1921. Tout à fait. Et elle a fait des études, etc. Elle a commencé à la Sorbonne. En 1940, après une manifestation des étudiants contre la fermeture de la Sorbonne, elle tire la langue. Et comme elle disait, j'avais pas mes lunettes, j'avais pas vu qu'il y avait des soldats allemands, je me suis retrouvée en prison pendant 3 mois, dans une prison pour femmes. Et disait-elle, donc elle avait 19 ans, et elle disait, la population qui était avec moi, c'était beaucoup de prostituées, donc j'ai beaucoup appris de la vie. Elle est libérée. Beaucoup d'humour quand même, hein. Elle est libérée. Ses parents veulent lui faire faire un mariage blanc avec quelqu'un qui part pour les États-Unis. Oh. Elle les envoie paître parce qu'elle a toujours eu un caractère assez affirmé. Et puis, elle arrive à Lyon, où elle commence à travailler pour Lozé, fin 1941. D'abord comme secrétaire, c'est ça? Comme secrétaire. Elle va aider dans les camps de réfugiés du sud de la France, camps qui ont été créés et construits initialement pour les réfugiés espagnols suite à la guerre d'Espagne, mais qui ont accueilli beaucoup de réfugiés juifs. Puis après, elle retourne à Lyon. Très bien, jusque-là, une vie presque normale. Presque normale. Et à Lyon, le responsable de Lozé à Lyon s'appelle Charles Lederman. Charles Lederman, qui après deviendra membre du Parti communiste, enfin qui est déjà membre du Parti communiste, puis qui fera une grande carrière au Parti communiste en finissant comme sénateur. Voilà. Et Charles Lederman est à Lozé, et Charles Lederman courtise une jeune fille qui s'appelle Raya Garfinkel, qui est la sœur de mon père, et c'est comme ça que tout le monde se connaît et fait connaissance
à la cantine d'une dame qui s'appelait Mademoiselle Palua. Puis, bien. On arrive aux événements les plus cruciaux. Voilà. Donc, Charles Lederman est parfaitement au courant des persécutions des Juifs. Mon père, jusqu'à ce moment-là, est dans ses moteurs. Oui, il vit dans une bulle. Probablement déjà, il travaille avec Claude Bourdet dans le réseau Combat. Il n'en a jamais officiellement parlé, mais ce dont il... Mais est-ce qu'on retrouve cette information un petit peu sur Internet alors, Oui, non mais... Il avait les deux. Voilà. Puis arrivent deux choses. D'une part, le débarquement américain en Afrique du Nord à l'été 42 et les Allemands qui envahissent la zone sud. Voilà. Et puis en même temps, la collaboration entre l'État français, entre Vichy et l'État nazi s'amplifie et commencent les grandes rafles, les grandes arrestations. La rafle du Veldiv à Paris en juillet 42. Exact. Et dans la région lyonnaise, la rafle de juifs étrangers, hommes, femmes, enfants, fin août 42, qui sont enfermés dans le camp de Vénissieux à côté de Lyon. Tout à fait. Et là, il y a une association de plusieurs institutions, l'OSE, la CIMAD protestante, les Amitiés judéo-chrétiennes de l'abbé Glasberg, les éclaireurs israélites avec Claude Gutmann, la CIMAD protestante, les Quakers, etc. C'est incroyable, il faut le souligner, c'est incroyable. Et ce groupement de différentes associations rentre dans le camp et il y a une circulaire qui dit que les enfants de moins de 16 ans peuvent être libérés. Ils font tout pour libérer les enfants de moins de 16 ans, y compris en truandant certaines dates de naissance pour rendre des enfants plus jeunes. Mes parents ont toujours dit que cette nuit à Vénissieux, c'était quelque chose qui ressemblait à l'enfer de Dante. C'est vraiment. Et cet élément a été extrêmement important dans leur vie pour deux raisons. La première, beaucoup plus personnelle, c'est qu'ils se mettent officiellement au ménage dans le même appartement après, mais surtout, pour mon père, c'est ce qu'on peut dire en anglais un turning point, c'est-à-dire qu'il se rend compte des choses. L'éveil. Et le docteur Joseph Veil, qui à l'époque était à la direction de l'OSE, un médecin strasbourgeois qui avait lu Mein Kampf et qui avait une vision claire de l'avenir, une vision particulièrement pessimiste, et il avait raison. On voit que mon père, il dit, voilà, Georges, la catastrophe va venir. Ces enfants que nous accueillons officiellement s'ils restent dans des maisons d'enfants officielles, ces maisons vont devenir un piège mortel. Il faut donc créer un réseau secret de sauvetage de ces enfants, de les faire passer de l'officiel à l'officieux. Et comme j'ai vu vos qualités cette nuit, vous êtes inconnu de la police française, vous êtes inconnu de l'administration française, vous êtes inconnu des organisations juives, vous êtes parfaitement anonyme et vous êtes l'homme idéal pour cette situation. Et voilà, mon père qui quelques jours avant était le nez dans ses moteurs. Justement, ce qui nous intéresse, c'est comment il a pu s'adapter à un tel changement de conditions aussi drastique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'au même moment, Claude Bourdet, son copain d'études, lui demande d'être le responsable de l'approvisionnement en armes du réseau Combat. Et mon père dit à ma mère à ce moment-là, je crois qu'il y aura beaucoup moins de volontaires pour les enfants que pour le réseau Combat. Et de là, il va créer ce réseau secret avec l'aide des autorités ecclésiastiques. Ça, c'est très important, très intéressant. Grâce à Charles Lederman, il a un entretien avec Monseigneur Saliège, qui était l'archevêque de Toulouse, qui avait fait passer une lettre pastorale quelques semaines avant en disant « Les Juifs sont nos frères, les Juifs sont nos sœurs, ce sont des êtres humains, c'est scandaleux ce qu'on leur fait, etc. etc. » Et mon père va le voir, Saliège l'écoute et lui rédige un papier disant
le porteur de cette carte a toute ma confiance, il faut l'aider. Parfait. Et de là, à partir du diocèse de Toulouse, le coadjuteur de Saliège, avec les autorités protestantes, Marc Bogner, le pasteur Bogner, les protestants du Chambon-sur-Lignon, les amitiés judéo-chrétiennes de l'abbé Glasberg, va se créer une solidarité pour cacher les enfants. Et le réseau donc, a été organisé en... On parle bien du réseau Garel. Oui. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y avait l'osée officielle. Dans l'osée officielle, il y avait des enfants qu'on appelle le circuit A, dirigé par André Salomon, femme remarquable. Prenait ces enfants officiels et les transférait vers le circuit B, le circuit Garel secret. Très bien. Les principes du circuit B, c'était 1, il fallait mettre les enfants dans un milieu non juif, leur donner une identité aryenne avec des faux papiers. Avec des faux papiers qui sont faits d'ailleurs chez vos parents, si je me souviens bien, entre autres. Oui, cachés, faits, avec une aide importante des EI, de la 6e, du MJS, etc. Et de trouver un personnel qui aille visiter ces enfants pour s'assurer que tout allait bien, pour payer les familles, pour conduire les enfants dans des endroits, un personnel qui, entre guillemets, non juif, alors que beaucoup d'entre eux étaient juifs et avaient une fausse identité. D'accord. Et puis le dernier point, c'est le personnel qui devait aider, qui était à 85-90% d'origine féminine, officiellement devait apparaître comme employé par une institution reconnue par l'État vichiste. Évidemment. Voilà. Comment se passait les enfants étaient amenés, soit ils étaient conviés directement par leur famille, soit c'était le circuit A. Il y avait une première accompagnatrice. D'accord. Qui accompagnait les enfants, on va l'appeler accompagnatrice A, qui accompagnait les enfants à une accompagnatrice B. A s'en allait, et B dispatchait les enfants en famille d'accueil, en institution, en internat scolaire, laïque ou religieux. Je peux me permettre, ça semble très clair et très évident tel que vous le racontez. Pourtant, nous sommes dans une période où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de SMS, nous n'avons rien. Comment créer une telle organisation avec une telle efficacité dans un tel contexte? Ça, c'est le véritable mystère. Ça, c'est Voilà, mon père traversait la France, la zone sud, pardon, de long en large pour trouver des planques, pour visiter les enfants. Le réseau était divisé en 4 sous-régions. Il y avait la région de Lyon, la région de Valence, la région de Limoges, la région de Toulouse. Et lui, il traversait en train, en vélo. Il apportait l'argent, il apportait les faux papiers, il voyait qu'il y avait des problèmes, etc. Très bien. Votre maman? Alors, ma mère, donc, avait commencé, avant de travailler à l'Osée, à passer 3 mois en prison à Paris pour avoir tiré la langue. Ma mère a participé à la nuit de Vénissieux. Ça, c'était un élément important. 108 enfants ont été exfiltrés. Ma mère a beaucoup soutenu mon père. Elle était seule toute la semaine. D'accord. Quand les Italiens, en 1943, ont signé l'armistice, l'armée allemande s'est précipitée en zone sud, notamment dans les zones frontières et contrôlée par les Italiens, et dans la région de Nice. Et là, il a fallu évacuer beaucoup d'enfants de Nice, et ma mère a été convoyée ces enfants pour ramener des enfants de Nice à Paris. Très bien. Voilà. J'ai entendu aussi, j'ai lu quelque part qu'elle a aussi réussi à sortir des enfants vers la Suisse, de la France vers la Suisse. Directement, c'est l'osée. Donc, il y avait des enfants qu'on ne pouvait pas confier à des familles non juives. Parce que ils étaient soit trop typés, soit trop religieux. Ah oui. Et donc ceux-là, dès le printemps 1943, incroyable. Il y a une organisation pour les faire passer en Suisse. Et tant que c'était les Italiens qui contrôlaient la frontière, c'était relativement facile. Et après, septembre 1943, ça s'arrête brutalement. Ça s'arrête brutalement. Évidemment. Parce que ça devenait trop dangereux. Bien sûr. Et puis, comme la situation
s'aggrave avec la Gestapo, la police française, la milice sont pas du tout, mais de plus en plus efficaces dans la traque. Il est décidé fin 1943 qu'il faut absolument vider les maisons d'enfants. Tout à fait. Et diriger les enfants soit en Suisse, soit dans des familles d'accueil. Il faut reconnaître que tous les enfants qui étaient dans des maisons officielles de Lozé ont pu être sauvés. C'est important de le souligner. C'est-à-dire combien d'enfants ? En dehors, et contrairement à ce qui s'est passé à Isieux, exact. Où à Isieux, alors que la direction a été prévenue qu'il fallait des enfants, prévenue à plusieurs reprises, notamment parce que Lozé a envoyé une de ses collaboratrices qui s'appelait Margot Cohn, qui vient à sa vie à Jérusalem, et Madame Zlatin, qui dirigeait la maison d'Isieux, n'a peut-être pas senti l'urgence de la situation, en tout cas un peu traîné, alors qu'elle était partie chercher un lieu de repli, la maison a été envahie. Je ferme la parenthèse sur Isieux. Donc, fin 1943, les passages en Suisse, malgré le danger et faute de mieux, reprennent avec l'aide, ça sous la direction de Georges Douinger de Lozé, avec l'aide des EI, du mouvement de la jeunesse sioniste, voilà. Et à ma connaissance, il n'y a eu que 2 passages qui ont été des échecs, où les enfants ont été arrêtés. L'un, fin 1943, la convoyeuse s'appelait Mila Racine, et l'autre, mai 1944, la convoyeuse s'appelait Marianne Cohn. Mila Racine, après son arrestation, a été envoyée à la prison de Montluc à Lyon, où, en même temps, se trouvaient en prison ma mère et ma tante, qui avaient été arrêtées, comme disait ma mère, qu'est-ce qu'on a été bêtes, mais bon, qui étaient arrêtées. Et elles se connaissaient, mais quand elles se croisaient dans la cour de la prison entre 2 interrogatoires, elles faisaient semblant de ne pas se connaître. Voilà, ma mère et ma tante ont été libérées le 31 décembre 1943 de façon inexpliquée et quasi miraculeuse, contrairement à Mila Racine, qui est déportée et puis a été tuée lors d'un bombardement des Alliés à Mauthausen. Très bien, donc on a compris, je pense, la grandeur de vos parents, de cette mission, de cet engagement sans fin pour ces enfants. Combien d'enfants environ ont été sauvés ? 1600, 2000 ? Alors, les chiffres varient. On estime entre... Il y a des chiffres qui disent 1600, 1700, d'autres qui disent 3000. Je pense qu'on peut dire 2000, de l'ordre de 2000. Très bien. Et puis arrive le fameux jour, le 6 mai. Alors voilà, donc en tant que juif, mes parents n'ont pas pu être reconnus comme juifs parmi les nations. Ce qui est très étrange, très paradoxal. Et donc, il y a une quinzaine d'années, le Bnei Brit a décidé d'organiser une cérémonie pour ces sauveteurs de juifs, ces Jewish Rescuers. Et il se trouve que cette année, mes parents, parmi d'autres, ont été honorés. Et que comme cette cérémonie a eu lieu donc le Yom HaShoah, il y a le 6 mai, au mémorial de la Forêt des Martyrs, à côté de Beth Shemesh, à côté de Jérusalem. Et voilà, ça s'est passé à ce moment-là. Voilà. Donc, comme j'étais en Israël, j'étais mandaté. Mandaté, oui, mandaté, c'est le mot. C'est pas le bon terme, mais c'est comme étant en leur nom pour recevoir l'hommage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que cette interview est importante, c'est qu'on se rend compte finalement qu'une résistance juive a bien existé, qu'elle est extrêmement efficace, qu'ils ont pris énormément de risques, doublés, nettement plus que n'importe quel non-juif, même si c'était important. Cette résistance juive a existé, bien sûr. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Oui. Il y a des livres qui ont été écrits, plus ou moins bons, On peut citer le livre d'Annie Latour, on peut citer le livre de Lucien Lazare, on peut citer un certain nombre de livres. Il y a une résistance à la fois de sauvetage d'enfants, de sauvetage d'adultes, d'action aussi. Alors, et puis d'action militaire. Voilà, on ne peut pas citer tout le monde. On peut dire que les EI, les États israéliens de France, fondés par Robert Gamzon, ont eu un rôle très important, dans la prise en charge de ces jeunes juifs, pour leur maintenir une activité, retour à la terre dans les fermes de Moissac et de Lautrec, qui ont permis à
ces ZEI d'être les accompagnateurs, collaborateurs de l'OSE. Les ZEI, il y avait même une résistance militaire, hein, le maquis de Vabres, ce qu'on appelle la compagnie Marc Agneau, tout ça dirigé par Gamzon. Voilà. Beaucoup, après-guerre, sont partis en... sont venus vivre en Israël. Sont venus en Israël, que ce soit le mouvement négationniste ou les ZEI. Voilà, donc cette histoire du circuit Garel, si ça intéresse les gens, il y a un livre qui s'appelle le sauvetage des enfants juifs par l'OSE. C'est dans la collection Témoignages de la Shoah, les éditions Le Manuscrit. Ce livre est en gros en 2 parties. Il y a d'une part ce que mon père a écrit juste après la guerre sur l'OSE entre 40 et 45. Et puis, repris par Cathy Hazan, une historienne de l'OSE, au vu des données historiques actuelles, une organisation beaucoup plus précise, réseau par réseau, avec les gens. Avec les cartes. Avec les cartes, etc. Alors, je précise aux auditeurs et auditrices que vous pourrez retrouver les informations de ce livre sur le site Alliance. Il y aura un lien. J'imagine qu'il est en vente à la FNAC. Où est-ce qu'on peut le retrouver en dehors de... Alors, ça, je ne sais pas très bien. Je pense qu'on peut le retrouver au Mémorial de la Shoah en France. On peut le retrouver à la librairie du MAJ, du Musée d'art d'histoire du juif du judaïsme. Très bien, oui, tout à fait. Et c'est un livre aussi qui existe en forme papier, mais aussi sous forme numérique. Très bien. Bien, dans ce cas-là, on pourra retrouver le lien qui nous permettra d'acquérir ce livre et cet ouvrage qui est nécessaire pour comprendre l'action de vos parents d'une part, mais surtout la résistance juive qui a parfaitement existé, qui était parfaitement efficace et qui a sauvé de nombreux enfants. Denis Garel, avez-vous quelque chose d'autre à ajouter ? Non, je trouve un peu étonnant, mais ça c'est... Allez-y. Je suis très content que mes parents ne voient pas la situation actuelle dans le monde entier et particulièrement en France. Oui. C'est une première chose. Je trouve un peu étonnant que, comme ils ont été parfaitement laïcs, ils nous donnaient une éducation juive, je ne vais pas dire un minima, mais un minimum de culture juive, que moi j'ai transmis à mes enfants on ne mangeait pas cachère, on faisait à peine des fêtes. Ils sont venus vivre en Israël. Ils étaient à l'école publique, laïque, etc. Ayant 3 enfants qui ont fait 3 mariages sous la roupa et qui venaient de faire leur alia, voilà, je ne sais pas qu'en penser, mais ça paraît particulier. Je pense que ça aurait fait très plaisir à mes parents, surtout à ma mère. Alors c'est très intéressant, mais je pense qu'on n'échappe pas à son destin et que ce qui est souvent caché ou enfoui réapparaît tôt ou tard. Êtes-vous d'accord ? Je vous laisse juge de vos propos. Très bien, je vous en remercie. Mais écoutez, Denis Garel, j'étais ravie de cette rencontre et de cette interview. Et j'espère qu'on aura l'occasion pour d'autres événements plus heureux de se retrouver pour Alliance et sur nos podcasts. Merci beaucoup, Denis Garel. À bientôt. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.